Le test ADN est arrivé. 99,9% de compatibilité. Le problème, le père est enfermé dans une prison de haute sécurité depuis 5 ans. Alors, comment est-il possible qu'un enfant, né il y a 3 ans, soit son fils biologique? La famille Moreau a toujours été synonyme de prestige à Lyon. Des propriétés dans le quartier de Fourvière, des voitures de luxe garées dans le garage, des dîners où sénateurs et chefs d'entreprise se disputaient les invitations. Véronique Moreau portait ce nom comme un manteau sacré, un héritage qui exigeait une posture impeccable, une réputation intouchable, des apparences toujours préservées. Elle avait épousé Étienne Dupont à l'âge de 23 ans, lors d'une cérémonie qui avait occupé 3 pages entières dans les magazines de société. Il venait d'une famille tout aussi influente, un avocat brillant avec un avenir politique prometteur. Ce mariage semblait avoir été dessiné par les dieux de la fortune eux-mêmes. Durant les premières années, tout se déroula comme prévu. Voyages à Dubaï, événements caritatifs, photos impeccables sur les réseaux sociaux. Véronique dirigeait la fondation familiale, distribuant des paniers repas tout en portant des robes coûtant plus cher qu'une voiture ordinaire. La seule ombre à ce tableau parfait était l'absence d'enfants. 3 ans passèrent, puis 4. Les tantes commencèrent à chuchoter. La belle-mère se mit à faire des commentaires de moins en moins subtils lors des déjeuners dominicaux. La 5e année de leur mariage, Étienne fut arrêté. Fraude financière, blanchiment d'argent, des crimes en col blanc qui firent la une des journaux pendant des semaines. La sentence fut sévère. 12 ans à la prison de haute sécurité de Chambéry, sans possibilité de libération conditionnelle avant d'en avoir purgé au moins 8. Il n'y avait pas de visite conjugale. Aucun contact physique n'était autorisé, à l'exception d'une poignée de main surveillée une fois par mois. Les barreaux qui séparaient Étienne du monde séparaient aussi toute possibilité pour lui d'engendrer une descendance tant qu'il était incarcéré. Véronique rendait visite à son mari religieusement les premiers mois. Elle apportait des plats faits maison, des nouvelles sur les appels en justice, de l'espoir emballé dans des barquettes en aluminium. Mais alors que les mois se transformaient en années, les visites s'espacèrent. La vie continuait au dehors. Et elle devait sauver les apparences, gérer les biens qui n'avaient pas été confisqués, représenter la famille lors d'événements où elle était désormais accueillie par des regards de pitié mal dissimulés. C'est lors de la 3e année d'emprisonnement d'Étienne que Véronique découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle tomba comme un coup de tonnerre dans un ciel apparemment serein. Elle était allée chez le médecin pour des nausées persistantes, pensant que c'était le stress, peut-être un ulcère causé par la pression constante de maintenir la dignité familiale au milieu du scandale. Le médecin demanda des examens de routine. Lorsque les résultats revinrent, il l'appela personnellement pour lui annoncer la nouvelle. 6 semaines de grossesse. Véronique sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son mari était en prison depuis près de 3 ans. 3 ans sans contact intime, 3 ans séparés par des murs de béton et des barreaux d'acier. Comment diable était-elle enceinte? Les jours suivants, elle vécut dans un brouillard de panique silencieuse. Elle ne pouvait pas le dire à la famille, pas encore. Elle avait besoin de réfléchir, d'assimiler, de comprendre. Mais le bébé grandissait, et bientôt il serait impossible de le cacher. Lorsqu'elle révéla enfin sa grossesse, les réactions s'abattirent, comme une tempête de feu. La mère d'Étienne fut la première à exploser. Les accusations volèrent comme des éclats d'obus. Véronique était une prostituée, une traîtresse, une honte. Comment osait-elle déshonorer le nom des Dupont de cette manière? Son fils pourrissait en prison pour des erreurs qui n'étaient peut-être même pas entièrement les siennes, et cette femme avait l'audace d'arriver enceinte d'un autre homme. Les frères d'Étienne exigèrent un test ADN immédiatement. La propre famille de Véronique, d'abord sous le choc, se divisa rapidement. Certains croyaient qu'il y avait une explication, que des procédures médicales avaient peut-être été effectuées avant la prison. D'autres détournèrent le regard, incapables de supporter la honte publique qui s'annonçait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les blogs à scandale publiaient des théories de plus en plus folles. Qui était le vrai père? Un chauffeur? Un garde du corps? Peut-être l'un des avocats qui s'occupait des appels d'Étienne? Les spéculations étaient infinies, cruelles, implacables. Véronique donna naissance à un garçon en bonne santé dans une clinique privée, loin des regards curieux. Elle l'appela Laurent, celui qui triomphe. Car au fond de son cœur, malgré tout le chaos, elle savait qu'il y avait une explication. Il devait y en avoir une. Lorsque le bébé eut 3 mois, la famille d'Étienne officialisa sa demande. Un test de paternité immédiat, où ils intenteraient des procès pour priver Véronique de tout héritage, remettrait en cause son droit de rester dans la résidence familiale,
et détruirait complètement tout ce qui lui restait de réputation. Le laboratoire choisi était l'un des plus respectés de Lyon, connu pour traiter des célébrités et des affaires très médiatisées avec une discrétion absolue. Des échantillons furent prélevés sur le bébé et comparés au matériel génétique d'Étienne qui avait été archivé avant son incarcération, issu d'un examen médical de routine datant d'il y a des années. 2 semaines d'attente. 14 jours qui semblèrent durer 14 ans. Véronique dormait à peine, mangeait à peine. Elle berçait Laurent dans ses bras au petit matin, chuchotant des prières, demandant que la vérité éclate, quelle qu'elle soit. L'enveloppe arriva un matin d'octobre 2025. Véronique l'ouvrit seule dans sa chambre, les mains tremblant tellement qu'elle faillit déchirer le papier. Ses yeux parcoururent les lignes techniques, les chiffres, les graphiques incompréhensibles, jusqu'à arriver à la conclusion finale. Probabilité de paternité, 99,9%. Étienne Dupont était, biologiquement, le père de Laurent. Pendant un instant, Véronique ressentit un soulagement si intense que ses genoux flanchèrent. La vérité. Elle avait raison. Il y avait une explication. Mais alors, la réalité écrasante de ce que ce résultat signifiait la percuta comme un train fou. Étienne était en prison depuis 5 ans. Enfermé, isolé, sans droit aux visites conjugales, sans aucune possibilité physique de conception. Et pourtant, l'ADN confirmait avec une certitude scientifique indiscutable, il était le père. Comment? Quand Véronique convoqua une réunion de famille pour révéler les résultats, le silence initial fut assourdissant. Sa belle-mère prit le papier, le lut, le relut, puis regarda Véronique avec une expression mêlant confusion et colère refoulée. « C'est impossible, dit-elle enfin, d'une voix étrangement calme. Absolument impossible. C'est ce que dit le test, répondit Véronique, essayant de garder une voix ferme. 99,9% de certitude. Étienne est le père. L'un des frères d'Étienne explosa. Tu nous prends pour des idiots? Mon frère est enfermé à Chambéry depuis 5 ans. 5 ans, ce bébé a 3 mois. Le compte n'y est pas, Véronique. Je sais que ça semble impossible, commença-t-elle, mais elle fut interrompue. Semble? La belle-mère se leva, le papier du test ADN froissé dans son poing. Tu as falsifié ce test, tu as payé le laboratoire, quelque chose, parce que ce que tu suggères défie toute logique. C'est alors que l'oncle aîné d'Étienne, un homme généralement silencieux, prit la parole. Sa voix était basse, mais empreinte d'autorité. « Il y a des précédents, dit-il, et tout le monde se tourna pour le regarder. En novembre 2025, à Marseille, il y a eu un cas. Un homme a découvert grâce à l'ADN que les enfants qu'il présumait être les siens étaient en fait ceux du prêtre de l'église qu'il fréquentait. La femme avait eu une liaison pendant des années. « Ça n'aide pas notre situation, dit Véronique, la frustration montant. Je n'ai eu aucune liaison. Et en France, poursuivit l'oncle en l'ignorant, un enfant sur 4 n'est pas biologiquement lié à l'homme qui croit être son père. Les tests ADN ont révélé une épidémie de fausse paternité. Ce scandale familial est en train de devenir une part de cette statistique choquante. » Véronique sentit des larmes de rage lui brûler les yeux. « Mais le test confirme que Étienne Est est le père. Je ne dis pas qu'un autre homme est le père, je dis que mon mari est le père. » La mère d'Étienne s'approcha d'elle, le visage à quelques centimètres du sien. « Si mon fils est en prison depuis 5 ans, et que tu te retrouves enceinte 3 ans après son incarcération, qui diable est le vrai père de cet enfant? Parce que peu importe ce que dit ce papier, la physique ne permet pas que ce soit Étienne. » L'atmosphère était chargée d'électricité, d'accusations, de confusion, de colère sensible. Véronique serra Laurent contre sa poitrine, le bébé commençant à pleurnicher en sentant la tension. « Il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte, dit-elle, la voix basse mais ferme. Quelque chose qui s'est passé avant la prison, quelque chose que nous, avons fait. » Tout le monde se figea. « Quoi ?» demanda la belle-mère en plissant les yeux. Véronique prit une profonde inspiration. Ce qu'elle s'apprêtait à révéler allait tout changer. Cela expliquerait l'impossible. Mais cela ferait aussi remonter à la surface un secret qu'elle et Étienne avaient promis d'emporter dans la tombe. « Dans les mois qui ont précédé l'incarcération d'Étienne, commença-t-elle, choisissant chaque mot avec soin, quand nous savions que la prison était inévitable, quand les avocats nous ont dit que la peine serait longue, nous avons fait quelque chose que nous avons gardé secret. Le silence dans la pièce était absolu. Même Laurent avait arrêté de pleurer.
comme s'il comprenait que c'était un moment crucial. Nous avons préservé du matériel génétique d'Étienne, du sperme congelé, dans une clinique de fertilité. La révélation fit l'effet d'une bombe. Expression choquée, bouche bée, quelqu'un laissa échapper un juron étouffé. Pendant des années, j'ai essayé de tomber enceinte naturellement, poursuivit Véronique, les mots coulant désormais plus facilement. Vous le savez, tout le monde connaissait nos difficultés. À l'approche de la prison, Étienne a suggéré de préserver ses échantillons. Au cas où je voudrais, à l'avenir, tenter une fécondation in vitro. Il ne voulait pas que son emprisonnement me vole la chance d'être mère. La mère d'Étienne s'assit lourdement, essayant d'assimiler l'information. Et tu l'as utilisé? Tu as fait une fécondation? Il y a 6 mois, confirma Véronique. Insémination artificielle, avec le matériel préservé d'Étienne. C'est pour ça que l'ADN correspond parfaitement. Parce que Laurent est vraiment son fils, biologiquement, même si la conception a eu lieu des années après l'incarcération. Le frère qui avait explosé plus tôt semblait maintenant confus. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit avant? Pourquoi nous as-tu laissé t'accuser, t'humilier? Véronique sentit enfin les larmes couler. Parce que c'était notre secret, notre dernier plan avant que le monde ne s'écroule. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça, forcé, exposé. Je ne sais pas ce que je voulais. Mais même avec l'explication, quelque chose ne collait pas tout à fait. La belle-mère la regardait avec une expression étrange, un mélange de soulagement et de méfiance persistante. « Il y a autre chose, » dit lentement la vieille dame. « Quelque chose que tu ne nous dis pas encore. » Véronique sentit un frisson lui parcourir l'échine. Comment pouvait-elle savoir? Parce que si c'était juste ça, poursuivit la belle-mère, juste une fécondation avec du matériel préservé, tu nous l'aurais dit immédiatement quand la grossesse a été découverte. Tu aurais évité tout ce scandale. Mais tu n'as rien dit. Tu as gardé le silence, laissant la tempête grossir. Pourquoi? La boule dans la gorge de Véronique se serra. Elle regarda le visage du bébé dans ses bras, les yeux de Laurent la fixant avec une innocence absolue, parce que la vérité complète était plus compliquée que ce qu'elle avait révélé. Car dans les mois qui ont précédé la prison, il s'était passé quelque chose entre elle et Étienne, quelque chose que personne dans la famille ne savait. Un secret qui expliquait non seulement le bébé, mais aussi les choix qui avaient été faits, les décisions qui avaient mené sur le chemin de l'incarcération. Pour comprendre le résultat impossible de l'ADN, pour saisir comment un enfant né 3 ans après l'emprisonnement pouvait être le fils biologique d'un homme incarcéré, il fallait revenir au début, aux derniers mois avant que les portes de la prison ne se referment, à une période où des secrets ont été forgés, des promesses brisées et des décisions irréversibles prises. Et le voyage de retour vers ce passé commencerait par une simple question que Véronique avait évité de répondre durant toute cette réunion familiale tendue. Pourquoi elle et Étienne avaient-ils décidé de préserver du matériel génétique en premier lieu, si pendant 5 ans de mariage, ils n'avaient jamais réussi à concevoir naturellement? La réponse était enterrée 5 ans dans le passé, dans les dernières semaines avant la prison, dans des consultations médicales qui avaient tout changé, dans des vérités découvertes trop tard. Et pour trouver ces réponses, il serait nécessaire de retourner à ce moment précis, aux 6 dernières semaines de liberté d'Étienne, à la période où tout a commencé à s'effondrer, et où, paradoxalement, la semence de Laurent fut préservée pour l'avenir. Il y a 5 ans, avant la condamnation, cette famille semblait parfaite vue de l'extérieur. Richesse, statut, respect. Mais derrière les portes closes, une crise les détruisait de l'intérieur. Et tout a commencé par un seul mot que personne n'osait prononcer à voix haute. Infertilité. Pour elle, l'épouse, chaque mois qui passait sans nouvelles était un coup de plus porté à sa dignité. Chaque test négatif était une preuve supplémentaire de ce qu'elle considérait comme son échec en tant que femme. Elle avait tout. La maison élégante, le mari qui avait réussi, la position sociale enviable. Mais il lui manquait la seule chose qui, aux yeux de la société, comptait vraiment. Un enfant. Au début, il était compréhensif, tendre même. Il se disait que ce n'était qu'une question de temps, que la pression les bloquait, que lorsqu'il se détendrait, cela arriverait naturellement. Mais les mois se sont transformés en années et sa patience a commencé à s'évaporer comme de la fumée. Les premières consultations médicales furent discrètes, prises dans des cliniques privées, à des kilomètres de leur ville, là où personne ne les reconnaîtrait. Elle se soumit à examen sur examen, prise de sang,
échographies, des procédures invasives qui la laissaient épuisée et humiliée. Et à chaque résultat qui arrivait, la même conclusion déconcertante. Il n'y avait rien de visiblement anormal chez elle. Mais cela n'avait pas d'importance, car dans son esprit à lui, une certitude inébranlable s'était déjà formée. C'était de sa faute à elle. Les conversations à table se transformèrent en interrogatoires silencieux. Son regard sur elle changea. Ce n'était plus le regard d'un mari amoureux. C'était le regard d'un homme qui se sentait trompé, trahi par la promesse non tenue d'une descendance. Et alors, les pressions extérieures commencèrent. Sa mère, avec ce sourire faux et venimeux, demandait à chaque visite. « Alors, toujours pas de nouvelles. La voisine est déjà enceinte du 3e. Quelle bénédiction, n'est-ce pas ?» Chaque mot était un coup de poignard déguisé en conversation banale. Les oncles, les cousins, les amis de la famille, tous avaient une opinion. Tous avaient un conseil. Tisanes spéciales, prières à des saints spécifiques, visites chez des guérisseurs traditionnels. Comme si son corps était un problème mécanique qui avait juste besoin du bon outil pour être réparé. Mais le pire, c'étaient les murmures. Elle les entendait lors des fêtes de famille, quand elle passait dans les couloirs. « Femme stérile », disait-il à voix basse, mais pas assez basse pour qu'elle ne l'entende pas. Qu'est-ce qu'il lui trouve? Il pourrait avoir n'importe quelle femme qui lui donnerait des enfants. Dans les sociétés africaines, l'infertilité porte un stigmate dévastateur. Des recherches montrent que 64% des individus confrontés à l'infertilité souffrent d'exclusion sociale, et ce sont les femmes qui subissent le jugement le plus sévère. Pour cette épouse, l'incapacité de concevoir n'était pas seulement une douleur personnelle. Elle menaçait toute son existence sociale. Elle commença à éviter les événements familiaux. Elle inventait des excuses pour ne pas aller au mariage, au baptême, aux fêtes où elle serait inévitablement confrontée à des bébés et des ventres ronds. Chaque invitation était un rappel de son échec. Et lui, au lieu de la protéger, commença à alimenter le feu. Lors d'une réunion de famille particulièrement tendue, après une énième série de remarques insinuantes, il a fini par exploser. Devant tout le monde, il la pointa du doigt et prononça les mots qui allèrent la briser. Peut-être que le problème vient vraiment d'elle. Tous les examens que j'ai faits sont parfaits. Le silence qui suivit fut assourdissant. Elle ne pleura pas sur le champ. Pas à ce moment-là. Elle garda son calme, le visage neutre, la posture digne. Mais à l'intérieur, quelque chose se brisa irrémédiablement. L'homme qui avait promis de l'aimer en toutes circonstances venait de la blâmer publiquement pour ce qu'ils n'arrivaient pas à accomplir tous les deux. Le mariage, autrefois symbole de réussite, se transforma en champ de bataille. Les disputes devinrent de plus en plus fréquentes et cruelles. Il l'accusait de l'emprisonner dans un mariage sans avenir. Elle le suppliait d'avoir de la patience, d'essayer d'autres traitements, de ne pas abandonner. Mais à chaque supplique, il s'éloignait davantage. C'est à ce moment-là que l'argent commença à disparaître. Elle ne s'en rendit pas compte immédiatement. Les finances étaient recontrôlées par lui, comme le voulait la tradition. Mais peu à peu, elle commença à remarquer des signes, des factures impayées, des conversations téléphoniques chuchotées tard dans la nuit, des réunions mystérieuses qu'il justifiait comme étant des « affaires importantes ». Dépensait-il de l'argent dans des traitements de fertilité secrets? Dans des consultations avec des spécialistes qui promettaient des miracles? Ou était-ce quelque chose de plus sombre? La vérité était que son désespoir avait pris une forme dangereuse. Son obsession d'avoir un fils, combinée à la pression de maintenir les apparences de la réussite, l'avait poussé en territoire interdit. Il a commencé à faire des choix qui, des mois plus tard, le conduiraient devant un juge. Mais à ce moment-là, elle n'en savait rien. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était en train de le perdre. Et qu'aux yeux de tous, ce serait toujours de sa faute. La goutte d'eau est arrivée un dimanche après-midi. Sa famille s'était réunie chez ses parents pour un déjeuner traditionnel. La table regorgeait de nourriture, de rires, d'enfants courant dans le jardin. Et elle, assise dans un coin, invisible. Sa belle-sœur, enceinte de son 2e enfant, caressait son ventre avec un sourire radieux. Sa mère ne cessait de faire des louanges, de planifier l'avenir, de parler de lignée et d'héritage. Et puis, comme si elle n'était pas là, la matriarche s'est tournée vers son fils et a dit « Tu sais, autrefois, quand une femme ne pouvait pas donner d'enfant, l'homme avait le droit d'en trouver une autre qui le pouvait. » Sa fourchette est tombée dans son assiette avec fracas. Tout le monde a regardé, certains gênés, d'autres curieux. Et lui, son mari, l'homme qui avait promis de rester à ses côtés, n'a rien dit. Il a simplement baissé les yeux et a continué à manger.
Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Allongée dans le lit à côté de lui, qui ronflait avec indifférence, elle a pris une décision. Pas concernant le mariage, c'était déjà perdu. Mais concernant elle-même. Sur la nécessité de découvrir une fois pour toutes ce qui n'allait vraiment pas. Elle a pris rendez-vous dans une clinique spécialisée de Lyon. Seule. Sans le dire à personne. Elle s'est soumise à une batterie complète de tests, les plus avancés disponibles. Et quand les résultats sont arrivés, une semaine plus tard, elle s'est assise dans le cabinet et a entendu les mots qui allaient tout changer. Votre système reproducteur est sain. Vous ovulez parfaitement. Il n'y a absolument rien qui cloche chez vous. Elle a cligné des yeux, sans comprendre. Mais alors, pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à tomber enceinte? Le médecin a hésité. Puis, avec une délicatesse professionnelle, elle a suggéré « Il est peut-être temps que votre mari fasse des examens plus approfondis. » Son monde s'est renversé. Tout, les années d'humiliation, les accusations, la culpabilité qu'elle avait portée comme une croix, tout n'était que mensonge. Ce n'était pas elle le problème. Ça ne l'avait jamais été. Elle est rentrée chez elle avec les résultats dans un dossier. Elle a répété 1000 fois comment elle allait les lui montrer. Comment elle le lui dirait. Comment elle blanchirait enfin son nom devant sa famille, à lui. Mais quand elle est arrivée, la maison était vide. Il y avait un mot sur la table de la cuisine. Bref, froid, impersonnel. J'ai été appelé pour une réunion urgente. Je ne sais pas quand je rentre. Elle ne le savait pas encore. Mais cette réunion urgente était en réalité le début de la fin. Alors qu'elle découvrait son innocence biologique, lui se faisait prendre dans une toile de décision illégale qui le mènerait, des mois plus tard, devant un tribunal. Les semaines qui ont suivi ont été un flou chaotique. La police a débarqué. Interrogatoire. Avocat. Sa famille s'est précipitée pour protéger sa réputation, pour cacher les détails, pour construire des récits qui minimiseraient le scandale. Et elle, l'épouse qui pendant des années avait été blâmée pour ne pas avoir donné d'enfant à la famille, est soudainement redevenue invisible. Personne ne lui a demandé comment elle allait. Personne ne s'est soucié des résultats médicaux qu'elle tenait comme preuve de son innocence. Parce que maintenant, il y avait un plus gros problème, un plus gros scandale, un plus grand crime. Le procès fut rapide, les preuves accablantes. Étienne a été condamné à des années derrière les barreaux. Et pendant qu'il attendait son transfert en prison, elle a disparu. Sa famille s'est rendu compte 3 jours plus tard qu'elle n'était pas rentrée à la maison. Ils ont appelé, envoyé des messages. Ils sont allés chez elle, qu'ils ont trouvé rangée et vide. Quand ils ont finalement demandé à sa famille, ils ont reçu une réponse vague. Elle est allée rendre visite à de la famille. Elle a besoin de temps. Mais personne n'a demandé quelle famille, ou où, ou pourquoi. Personne ne s'est demandé pourquoi une femme, dont le mari venait d'être condamné, aurait soudainement besoin de disparaître pendant 3 mois entiers. La vérité, c'est que tout le monde s'en fichait. Le scandale du mari emprisonné était déjà assez embarrassant. Si l'épouse stérile voulait disparaître, c'était peut-être même mieux ainsi. Il a été incarcéré. Les portes de la prison se sont refermées. Et 9 mois après le début de sa peine, elle a réapparu, avec un bébé dans les bras, un bébé en bonne santé, potelé, aux yeux brillants. Sa famille était sous le choc, confuse, incrédule. Comment est-ce possible, se demandait-il. Elle qui n'a jamais réussi à tomber enceinte, apparaît maintenant avec un enfant. Elle n'a donné aucune explication. Elle a juste souri, un sourire calme, serein, presque triomphant, et a dit « Dieu a son propre temps ». Mais les questions demeuraient, chuchotées dans les couloirs, dans les fêtes, dans les réunions de famille. Où était-elle allée pendant ces 3 mois? Qui avait-elle vu? Et plus importante encore, de qui était ce bébé? Parce que si elle n'avait pas réussi à tomber enceinte pendant toutes ces années avec son mari, comment y était-elle parvenue maintenant, précisément alors qu'il était en prison et loin d'elle? La réponse à ces questions était cachée dans les 3 mois de silence, dans les endroits qu'elle avait visités, dans les gens qu'elle avait vus, dans les décisions qu'elle avait prises quand elle a enfin réalisé que ce n'avait jamais été de sa faute. Et ce qu'elle a découvert, ce qu'elle a fait, était plus choquant que tout ce qu'on pourrait imaginer. Les 3 mois où elle a été absente, personne n'a posé de questions. Le deuil, disait-il, la honte. Mais la vérité était bien plus calculée. Quand une femme disparaît pendant 3 mois et revient enceinte, le silence qui l'entoure n'est pas accidentel. Il est stratégique.
C'est le genre de silence que des familles entières conspirent à maintenir, car l'alternative serait d'admettre une chose qu'aucun d'entre eux n'est prêt à affronter. Et c'est précisément ce silence qui a commencé à se fissurer lorsque le mari, finalement confronté à la réalité que sa femme attendait un enfant, a posé la question qui allait tout changer. De qui est cet enfant? Elle n'a pas répondu immédiatement. Pas parce qu'elle ne savait pas, mais parce que la réponse comportait plusieurs strates. Des strates de secrets, de décisions prises en désespoir de cause, de rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Et c'est à ce moment-là que la famille a réalisé quelque chose de troublant. Il y avait plus d'une possibilité. 3 hommes, pour être exact. Le premier suspect était trop évident pour être ignoré. Le meilleur ami du mari. Cet homme qui était toujours présent lors des crises conjugales, qui offrait un soutien émotionnel quand le couple se disputait, qui avait de l'argent, de l'influence et un accès illimité à leur maison. Il était riche. Le genre d'homme qui règle les problèmes avec de l'argent, qui achète les silences, qui sait exactement comment manipuler les situations pour que personne ne pose de questions gênantes. Durant les mois où le mariage s'effondrait, c'était lui qui appelait le plus, qui passait le plus souvent, qui s'inquiétait le plus. Mais l'inquiétude et l'intérêt romantique, comme tout le monde le sait, se confondent parfois de manière bien pratique. La famille a commencé à se souvenir de petits détails, la façon dont il la regardait, les messages qui arrivaient sur son portable tard le soir, les fois où il débarquait à la maison quand le mari était en voyage d'affaires. Des coïncidences, peut-être, ou des preuves. Le deuxième suspect était encore plus dérangeant. Le prêtre de l'église que la famille fréquentait. L'homme qui avait offert un accompagnement spirituel pendant la lutte contre l'infertilité. Celui qui avait prié avec elle, qui avait pleuré avec elle, qui lui avait tenu les mains pendant qu'elle implorait Dieu pour un miracle. Et c'est ici que l'histoire commence à faire écho à un schéma qui n'est pas nouveau, qui n'est pas isolé, qui n'est pas rare. Car quelques semaines seulement avant que cette affaire n'éclate, une autre famille française à Marseille avait fait une découverte dévastatrice. Eux aussi faisaient confiance aux prêtres de leur église. Eux aussi croyaient qu'il était un homme de Dieu, quelqu'un au-dessus de tout soupçon. Jusqu'à ce qu'un test ADN confirme avec 99,9% de certitude que le prêtre était le père biologique de l'enfant qu'il pensait être celui du mari. 99,9%. Il n'y a pas de marge d'erreur dans ce chiffre. Il n'y a pas de place pour le doute. Juste la vérité crue et indéniable que l'homme qui devait protéger la sainteté du mariage était celui qui l'avait détruite. Et ce schéma, cette trahison au sein des communautés religieuses, devenait un phénomène documenté. Ce n'était plus une histoire isolée. C'était une épidémie silencieuse d'abus de pouvoir déguisé en guidance spirituelle. Alors, quand la famille de cette femme a commencé à envisager le prêtre comme l'un des pères possibles, ils ne faisaient pas de paranoïa. Ils étaient réalistes. Parce qu'elle avait passé des heures avec lui, seule, lors de séances de conseil qui se déroulaient à huis clos. Et dans une culture où remettre en question un chef religieux est perçu comme remettre en question Dieu lui-même, personne n'avait jamais demandé ce qui se passait réellement dans ces pièces, jusqu'à maintenant. Le troisième suspect était le plus compliqué de tous, l'associé du mari. Un homme qui était financièrement lié à la famille d'une manière qui rendait toute accusation contre lui extrêmement dangereuse. Car ce n'était pas juste une connaissance. Il avait des investissements communs avec le mari. Il connaissait les secrets financiers de la famille. Il savait où les cadavres étaient enterrés, métaphoriquement parlant. Et littéralement, peut-être. Car les affaires du mari n'étaient pas exactement légales. Il y avait de l'argent qui ne pouvait être expliqué. Des transactions qui n'apparaissaient dans aucun livre de comptes officiel. Et l'associé était la personne qui facilitait tout cela. S'il était le père de l'enfant, l'accusé ne serait pas seulement une question d'infidélité. Ce serait déclencher une guerre qui pourrait détruire la famille financièrement. Et il le savait. 3 hommes. 3 possibilités. Et une femme qui, soudainement, se retrouvait au centre d'une tempête qu'elle avait elle-même créée, mais qui était maintenant totalement hors de son contrôle. La famille exigeait des réponses. Pas des chuchotements, pas des insinuations. Plus de silence stratégique. Ils voulaient avoir la vérité scientifique. Irréfutable. Indéniable. Et c'est là que la voisine est entrée en scène. Une femme plus âgée qui habitait 3 maisons plus loin. Qui voyait tout, mais ne disait jamais rien. Jusqu'à ce que le scandale éclate et qu'elle réalise que son silence protégeait la mauvaise personne. Elle a cherché la famille du mari et a dit quelque chose qui a tout changé. Je l'ai vu, avec l'un d'eux, souvent, secrètement.
pendant les mois où elle était absente. La pièce a plongé dans le silence. Le genre de silence qui n'est pas la paix, mais l'instant qui précède la tempête. Qui a fini par demander quelqu'un. Et elle a répondu avec des détails qui ne laissaient aucune place au doute. Des horaires, des lieux, la façon dont il se retrouvait quand il pensait que personne ne regardait. Le cercle des suspects, qui était déjà petit, venait de se rétrécir encore davantage. L'infidélité n'était plus une théorie. C'était un fait confirmé par un témoin oculaire. Mais il restait une question sans réponse. Lequel d'entre eux était le père? Parce qu'être témoin de rendez-vous est une chose. La paternité biologique en est une autre, complètement différente. Et c'est là que la famille a pris la décision qui allait sceller le destin de toutes les personnes impliquées. Ils ont exigé des tests ADN. Pas seulement pour l'enfant, mais pour les 3 suspects. Le meilleur ami, le pasteur, l'associé. Tous devaient fournir des échantillons, et tous devaient affronter la vérité que ces tests allaient révéler. Les échantillons furent prélevés dans un laboratoire privé, le genre d'endroit qui garantit la discrétion aux familles riches qui ne veulent pas voir leur scandale étalé dans la presse. Les tubes furent étiquetés, les documents signés, les paiements effectués. Et puis, l'attente commença. 72 heures. 3 jours qui sembleraient durer 3 ans. Car dans 72 heures, quelqu'un serait démasqué. Quelqu'un verrait sa vie détruite. Et une famille entière serait forcée d'affronter une vérité qu'aucun d'entre eux n'était prêt à accepter. Le mari ne trouvait pas le sommeil. Il passait ses nuits à fixer le plafond, se demandant lequel des 3 hommes en qui il avait confiance était le traître. Son meilleur ami? Impossible. Le pasteur? Impensable. Son associé? Catastrophique. Toutes les options étaient terribles. Mais l'une d'elles était la vérité. La femme ne dormait pas non plus. Mais pour des raisons différentes. Parce qu'elle savait. Et le poids de ce secret l'écrasait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le meilleur ami commença à éviter les appels. Ses excuses devenaient plus élaborées, plus désespérées. Le pasteur intensifia ses prières publiques, comme si cette performance de sainteté pouvait effacer ce qu'il avait potentiellement fait. L'associé commença à déplacer des actifs, discrètement, comme quelqu'un qui se prépare à disparaître. Et la famille observait tout, chaque réaction, chaque comportement suspect, chaque signe de culpabilité. Parce que dans 72 heures, il n'aurait plus besoin de deviner. Dans 72 heures, un résultat de laboratoire révélerait avec 99,9% de certitude qui était le père biologique. Et durant ces 3 jours, alors que le monde continuait de tourner normalement dehors, à l'intérieur de cette maison, tout s'effondrait. Mariage, amitié, partenariats commerciaux, foi religieuse. Tout se fragmentait pendant qu'ils attendaient un nombre, un pourcentage, une vérité scientifique qui ne pouvait être ni négociée, ni manipulée, ni effacée par la prière. Qui serait la correspondance à 99,9%? Et qu'est-ce que cela détruirait une fois révélé? Le laboratoire à plat. Les résultats étaient prêts. Et tout ce en quoi la famille croyait était sur le point de voler en éclats. L'infirmière ouvrit l'enveloppe avec ce genre de précaution qu'on ne prend que lorsqu'on sait que le papier contient va changer des vies à jamais. Elle lut l'entête. Puis, elle relut. Et quand elle regarda enfin la famille réunie dans cette petite pièce étouffante, le silence disait déjà tout. 99,9% de probabilité de paternité, dit-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Le père biologique est confirmé comme étant. Et elle prononça le nom. Ce n'était pas le mari emprisonné. Ça ne l'avait jamais été. C'était l'ami. L'homme qui fréquentait la maison. L'homme qui serrait les enfants dans ses bras. L'homme qui consolait la femme pendant que le mari dépérissait derrière les barreaux. La mère de la femme laissa échapper un cri. Ce n'était pas un cri de surprise. C'était le cri de quelqu'un qui voyait le mensonge se briser enfin en morceaux si petits qu'il était impossible de les recoller. Son père se leva de sa chaise si vite qu'elle tomba. Il regarda sa fille comme s'il voyait une étrangère. Comme si, à cette seconde, toutes les années de vie commune avaient été effacées. « Tu savais, dit-il. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. Tu as toujours su. » Et la femme? La femme ne pleura pas. Elle resta figée, les yeux rivés sur le papier. Comme si, en ne bougeant pas, elle pouvait geler le temps. Comme si la vérité pouvait être défaite si elle ne réagissait tout simplement pas. Mais la vérité ne se défait pas.
La vérité ne négocie pas. Son frère, celui-là même qui avait défendu l'honneur de la famille, qui avait juré que le mari était un fou jaloux, qui avait raconté à tout le quartier que cet homme était un menteur violent. Ce frère était maintenant adossé au mur, la main sur la bouche, les yeux écarquillés. Parce qu'il avait été complice. Il avait aidé à construire la prison où son beau-frère pourrissait. Et maintenant, un papier de laboratoire à la main, il découvrait qu'il avait détruit un innocent. Vous savez ce qui est pire que de trahir quelqu'un? C'est de faire croire à tout le monde que la victime est seul le méchant. C'est de renverser le récit. C'est de transformer le trahi en agresseur. Et cette famille avait fait exactement cela. Ils avaient pris un homme qui aimait sa femme, qui lui faisait confiance, qui croyait que ses enfants étaient les siens, et ils l'avaient transformé en monstre. Parce qu'il était plus facile de croire qu'il était fou que d'admettre qu'elle était infidèle. Maintenant, avec l'ADN entre les mains, il n'y avait plus d'échappatoire. La nouvelle arriva à la prison l'après-midi même. Un des gardiens, qui connaissait l'histoire, apporta le résultat au mari personnellement. Il raconta qu'il n'avait jamais vu un homme s'effondrer et se reconstruire en même temps. Le mari lut le papier 3 fois. Puis, il plia simplement le document, le mit dans la poche de sa chemise et regarda par la fenêtre de la cellule. « Je le savais, dit-il, plus pour lui-même que pour le gardien. J'ai toujours su, mais personne ne m'a cru, personne n'a voulu y croire. Et là, dans cette cellule froide et exiguë, il prit une décision. Il n'allait plus se battre pour prouver son innocence. L'innocence était déjà prouvée. Maintenant, il allait se battre pour ce qu'on lui avait pris, sa dignité, sa réputation, et le droit de recommencer sans porter le poids d'un mensonge qui n'avait jamais été le sien. Pendant ce temps, à l'extérieur, la femme faisait face à quelque chose qu'aucun test ADN ne pouvait inverser. L'humiliation publique. Car en 2025, la vérité ne reste pas enfermée dans une salle d'audience. La vérité fuite, la vérité se propage. La vérité devient un post, un commentaire, une une de journal. Quelqu'un a pris une photo du résultat du test ADN. En moins de 6 heures, l'histoire était partout. Groupes WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter. La femme qui avait détruit la vie de son mari avait maintenant son nom associé à l'une des trahisons les plus calculées qu'Internet ait jamais vues. Et Internet ne pardonne pas. Les commentaires étaient brutaux. Elle mérite tout ce qui lui arrive. Imaginez combien d'hommes élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs à cause de femmes comme ça. J'espère qu'elle ne trouvera plus jamais la paix. Et le pire, le mari devrait la poursuivre pour chaque seconde qu'il a passée en prison. Et c'est exactement ce qu'il allait faire. Mais le véritable tremblement de terre n'a pas eu lieu dans sa vie à elle. Ce fut dans la vie du père biologique. Car cet homme, cet ami de la famille, n'était pas n'importe quel ami. C'était une figure connue de la communauté, respectée, mariée, père d'autres enfants. Et maintenant, avec l'ADN confirmé, le masque était tombé. Son épouse l'a découvert par les voisins. Imaginez la scène. Vous êtes à la maison, vacant à vos occupations, et soudain 3 personnes vous envoient le même lien. Vous ouvrez. Et là, le nom de votre mari, confirmé comme le père d'enfants qui ne sont pas les vôtres. Des enfants qu'il a aidés à élever pendant qu'un autre homme était injustement emprisonné. Elle a demandé le divorce le jour même. Elle n'a même pas attendu qu'il rentre à la maison. Elle lui a envoyé un message. « Prends tes affaires, ne reviens plus. » Et sa réputation, détruite. Le travail qu'il avait, perdu. L'église qu'il fréquentait, exclue. Parce que la trahison est déjà grave. Mais une trahison qui détruit une famille entière, qui met un homme innocent en prison, qui trompe des enfants sur leur propre identité, c'est irréversible. Il y a une statistique qui doit être mentionnée ici. En France, des études récentes montrent qu'un homme sur 4 découvre, par test ADN, que les enfants qu'il croyait être les leurs ne sont pas biologiquement les leurs. 1 sur 4. Cette famille, cette histoire, cet homme emprisonné, ils sont devenus partie intégrante d'une épidémie silencieuse qui traverse le monde entier. L'épidémie de la paternité frauduleuse. Et pour cet homme, emprisonné derrière les barreaux, la trahison était absolue. Il ne pouvait pas affronter l'homme qui avait détruit sa famille. Il ne pouvait pas frapper à la porte, exiger des explications, regarder le traître dans les yeux et demander « Pourquoi ?» Il ne pouvait qu'attendre. Attendre que la justice fasse enfin le travail qu'elle aurait dû faire dès le début. Mais voici le tournant. Voici le moment où l'histoire change de direction. Parce que cet homme,
que tout le monde a traité de fou, de violent, de jaloux, cet homme était maintenant officiellement la victime. Et il n'était pas victime d'une seule chose. Il était victime de trahison, de fausses accusations, d'emprisonnement injuste, de destruction de réputation. Et pire que tout, d'avoir été forcé de croire que les enfants qu'il a aimés comme les siens n'ont jamais été vraiment les siens. Son avocat a intenté 3 procès le même jour. Un contre sa femme, pour fraude de paternité et emprisonnement injuste. Un contre le père biologique, pour dommages moraux et complicité dans la destruction de sa vie. Et un contre la famille de celle-ci, pour diffamation et persécution. Mais la vraie bataille n'était pas au tribunal. La vraie bataille était pour la narration. Car pendant des années, l'histoire racontée était mari violent emprisonné pour avoir menacé sa femme et ses enfants innocents. Maintenant, la véritable histoire était enfin en train d'être écrite. Homme innocent emprisonné pour avoir découvert la trahison de sa femme. L'ADN confirme que les enfants ne sont pas les siens. Et savez-vous ce qui se passe lorsque la narration change? Les gens qui vous ont condamné commencent à s'excuser. Les voisins qui vous ont tourné le dos commencent à dire qu'ils ont toujours suspecté quelque chose d'anormal. La police qui vous a arrêté commence à réexaminer l'affaire. Et le système qui vous a fait défaut? Eh bien, le système s'excuse rarement. Mais il peut être forcé de compenser. La mère de l'épouse, qui avait été l'une des principales voix contre le mari, était maintenant silencieuse. Elle ne pouvait pas regarder ses petites filles sans ressentir la culpabilité. Car ses enfants, innocentes dans tout cela, portaient maintenant le poids d'une vérité que personne ne voulait qu'elles connaissent. Elles avaient un père qui était injustement emprisonné. Et un autre père, le biologique, qui avait tout détruit autour d'elles. Comment expliquez-vous cela à un enfant? Comment regardez-vous une fillette de 7 ans dans les yeux et dites-vous: tu te souviens de l'oncle qui venait toujours ici? C'est ton vrai père. Et tu te souviens de papa qui est en prison? Il n'est pas ton père biologique, mais il a été le seul à t'aimer vraiment. C'est la partie que l'ADN ne peut pas résoudre. Il peut confirmer le sang, mais il ne peut pas effacer les souvenirs. Il ne peut pas défaire des années de mensonges. Il ne peut pas rendre à l'homme emprisonné les nuits qu'il a passées éveillé, imaginant si ses filles se souvenaient encore de lui. Mais il n'a pas abandonné. Parce que maintenant, enfin, il avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la vérité. Et la vérité, même si elle arrive tard, a toujours du pouvoir. Elle peut encore renverser la situation. Elle peut encore transformer le méchant en héros et le héros en méchant. À l'intérieur de sa cellule, il s'est fait une promesse. Quand il sortirait, et maintenant il savait qu'il allait sortir, il n'allait pas gaspiller son énergie à se venger. Il allait gaspiller son énergie à se reconstruire. Il allait reconquérir sa dignité. Il allait laver son nom. Il allait montrer au monde qu'il n'était pas le monstre qu'on avait dépeint. Il était juste un homme qui a trop aimé et qui a fait confiance à la mauvaise personne. Et cette décision, ce choix de chercher la rédemption au lieu de la vengeance, ce n'était pas de la faiblesse. C'était le genre de force que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent avoir. Parce que quand vous n'avez plus rien à perdre, vous comprenez enfin ce qui compte vraiment. Et ce qui compte, ce n'est pas de détruire celui qui vous a détruit. C'est de se reconstruire malgré celui qui vous a détruit. La vérité avait été enterrée. Pendant des années, elle était restée cachée sous des mensonges, de la manipulation et un silence complice. Mais maintenant, avec l'ADN en main, il pouvait réécrire l'histoire, même derrière les barreaux. Il pouvait montrer que la vérité finit toujours par gagner. Peut-être pas au moment où on le voudrait, mais elle gagne. Et alors, surgit la question que personne ne pouvait s'arrêter de poser. Que fait un homme qui n'a plus rien à perdre quand le monde découvre enfin la vérité? Que se passe-t-il quand la victime devient le symbole d'une injustice que des milliers d'autres hommes vivent aussi en silence? La réponse allait tout changer. Il avait été trahi, emprisonné, humilié publiquement. Mais la preuve ADN lui a donné une chose que personne ne pouvait lui enlever, la vérité. Et il allait en faire une arme, car voici ce que personne n'attendait. Un homme derrière les barreaux ne signifie pas un homme vaincu. Et ce mari avait quelque chose que la plupart des prisonniers n'ont pas. La documentation irréfutable qu'il avait été victime d'une supercherie qui durait depuis des années. Il n'allait pas simplement attendre sa libération. Il allait reconstruire sa vie alors qu'il était encore enfermé. Premier coup, le divorce. Même depuis la prison, il a engagé un avocat. Et ce ne fut pas n'importe quelle procédure de divorce. C'était une requête explosive qui citait la fraude conjugale, la fausse paternité et le préjudice moral.
Le document faisait des pages. Chaque page détaillait un mensonge. Chaque ligne était une preuve de trahison. « Cet enfant n'est pas ma responsabilité biologique », disait le dossier. « J'ai été trompé pour croire à une paternité par une fraude délibérée et soutenue. Je sollicite l'annulation de toutes les obligations parentales et une compensation pour dommages psychologiques. » L'épouse a reçu les papiers chez elle. Des témoins ont dit qu'elle a blêmi. Parce que maintenant, ce n'était plus juste une honte privée. C'était une procédure légale. C'était public. C'était permanent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Deuxième coup, l'exposition publique de la paternité biologique. Son avocat a fait quelque chose de brillant. Il ne s'est pas contenté de présenter le test ADN au tribunal. Il l'a fait fuiter stratégiquement à la presse locale. Soudain, toute la ville savait non seulement que le mari avait été trahi, mais qui était le vrai père. Et le nom de cet homme était partout. Les journaux locaux publièrent les gros titres. Un détenu découvre que son fils n'est pas le sien après un test ADN. Les forums en ligne ont explosé. Les commentaires sur les réseaux sociaux se sont multipliés par milliers. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Et dans chaque version, il y avait 3 personnages clairs. La victime injustement traitée en prison, l'épouse menteuse et le père biologique complice. L'opinion publique a basculé du jour au lendemain. Avant, il était vu comme un criminel. Maintenant, c'était un symbole. Un homme qui avait souffert d'une double trahison. Par sa femme à la maison et par le système qui l'avait enfermé. Les gens ont commencé à remettre en question l'affaire originale. Est-ce qu'il a été piégé ? Demandèrent-ils. Est-ce que la femme était impliquée depuis le début ? Peu importait si ces théories étaient vraies. Ce qui comptait, c'était le récit. Et le récit était désormais de son côté. Troisième coup. La preuve cachée. Et puis est arrivée la révélation que personne n'avait vu venir. Pendant la procédure de divorce, l'avocat du mari a présenté quelque chose de surprenant. Des emails. Des SMS. Des photographies avec des métadonnées de date. Une trace numérique complète qui prouvait qu'il avait soupçonné la trahison bien avant d'être arrêté. Il savait. Il avait toujours su. Dans les mois précédant son arrestation, il avait remarqué les signes. Les messages effacés, les sorties tardives, les excuses incohérentes. Et comme tout homme qui sent le sol se dérober sous ses pieds, il a commencé à documenter. Discrètement, méthodiquement. Il n'avait pas confronté sa femme parce qu'il voulait être sûr. Il voulait des preuves solides avant de détruire son mariage. Mais ensuite est venue la prison. Et pendant 2 ans, cette preuve est restée gardée, en attente. Maintenant, elle était présentée au monde. Et cela changeait tout. Parce que ce n'était plus seulement « un homme découvre une trahison après la prison ». C'était « un homme soupçonnait une trahison, a été arrêté avant de pouvoir agir, et à qui la science donne désormais raison ». C'était un récit d'injustice à plusieurs niveaux. D'un homme qui avait raison depuis le début, mais qui n'avait jamais eu la chance de le prouver. La rédemption sociale a été immédiate et brutale. L'épouse a perdu son emploi. L'entreprise où elle travaillait s'est séparée d'elle en raison de circonstances personnelles incompatibles avec les valeurs de l'entreprise. Traduction, ils ne voulaient pas de la honte publique associée à leur marque. Le père biologique a fait face à un ostracisme total. Les amis ont arrêté de répondre aux appels. La famille a coupé les ponts. Les voisins évitaient tout contact visuel. Il est devenu un paria social, marqué publiquement comme l'homme qui a détruit une famille pendant que le mari trahi souffrait derrière les barreaux. Sur les réseaux sociaux, des groupes de soutien ont émergé. Justice pour, des milliers de membres, des posts quotidiens exigeant la révision de l'affaire criminelle, des pétitions en ligne demandant sa libération immédiate, des avocats proposant de travailler pro bono pour l'appel. L'homme en prison était devenu un symbole de trahison survécue. Et de l'intérieur de sa cellule, il regardait tout se dérouler. Chaque nouvelle, chaque post, chaque retournement de l'opinion publique. Il avait perdu des années de sa vie. Il avait perdu sa liberté, son mariage, sa réputation. Mais maintenant, il récupérait sa dignité. Et chaque jour, la balance de la justice sociale penchait davantage de son côté. Les tribunaux ont commencé à bouger plus vite. La pression publique fonctionnait. Des audiences ont été programmées. L'affaire a été rouverte pour analyse. Les avocats ont commencé à demander si la preuve originale qui l'avait condamné avait été manipulée. Des témoins ont été rappelés. La machine judiciaire, qu'il avait auparavant écrasée, commençait maintenant à travailler en sa faveur. Mais au milieu de toute cette réhabilitation judiciaire, de toute cette victoire sociale, de toute cette reconstruction de réputation, il y avait une ombre.
Une question que personne ne voulait poser, mais qui planait surtout. Et l'enfant. Car au centre de tout cet ouragan de procès, de gros titres de journaux et d'ostracisme social, il y avait un petit garçon. Un enfant qui n'avait pas demandé à naître, qui n'avait pas choisi ses parents, qui n'avait pas créé cette situation. Un enfant dont l'identité se faisait déchiqueter en temps réel sur la place publique pour la consommation de millions de personnes. Ce garçon avait grandi en appelant un homme « papa ». Il avait construit des souvenirs, aussi peu nombreux soient-ils, aussi lointains soient-ils. Il avait formé son identité autour d'un mensonge qui était maintenant exposé de la manière la plus brutale possible. Et pendant que les adultes menaient leurs batailles juridiques et sociales, pendant qu'ils recouvraient leur dignité et détruisaient des réputations, personne ne demandait ce que cela signifiait pour lui. Personne ne demandait ce qui arrive à un enfant quand ses origines font la une des journaux, quand son ADN devient une preuve judiciaire, quand le monde entier sait qu'il est le produit d'une trahison, d'un mensonge, d'une imposture. Le mari avait reconquis sa dignité. L'épouse et le père biologique avaient perdu la leur. La justice sociale avait été rendue. La balance s'était équilibrée. Mais à quel prix? À quel prix pour un garçon innocent, pris dans un scandale qu'il n'a pas créé, portant un fardeau qu'il n'a pas choisi? Car voici la vérité inconfortable que personne ne veut affronter. Dans les histoires de trahison et de vengeance, il y a toujours des dommages collatéraux. Et bien souvent, ces victimes sont celles qui ont le moins de voix pour se défendre. Le tribunal pouvait dissoudre un mariage. La société pouvait juger les coupables. Les médias pouvaient raconter l'histoire. Mais qui allait décider de l'avenir de cet enfant? Qui allait regarder ce garçon et lui dire « Tu comptes. Ton innocence compte. Ton avenir compte plus que notre besoin de justice ou de vengeance. » C'était la question qui allait définir le dénouement final de cette histoire. Car la famille avait été détruite de manière irréparable. La confiance avait été anéantie. Les liens étaient interrompus. Mais il restait une décision. Un choix qui testerait si la quête de justice pouvait coexister avec la compassion. Si la soif de vengeance pouvait cohabiter avec la miséricorde. Le mari avait prouvé son innocence. Il avait reconquis sa réputation. Il avait gagné devant les tribunaux et devant l'opinion publique. Mais il faisait maintenant face à un choix différent. Un choix qui ne pouvait pas être gagné avec des preuves ADN ou des procès. Un choix qui exigeait quelque chose de bien plus difficile que la réhabilitation. Cela exigeait de l'humanité. Et la façon dont cette famille brisée, cassée au-delà de toute réparation, déciderait de l'avenir du garçon, allait révéler s'il y avait encore de la place pour la rédemption au milieu des ruines de la trahison. La réponse arrivait. Et elle définirait non seulement le destin d'un enfant, mais le véritable caractère de tous ceux impliqués dans ce désastre humain. L'ADN a révélé la vérité. Les tribunaux ont rendu la justice. Mais la question la plus difficile, ce qui arrive à un enfant innocent, n'avait toujours pas de réponse. Car au bout du compte, ce garçon de 3 ans n'avait pas demandé à naître au milieu d'une toile de mensonges. Il n'avait pas choisi d'avoir une mère manipulatrice ni un père biologique lâche. Et il n'avait certainement pas choisi d'être élevé par un homme qui découvrait maintenant n'avoir aucun lien de sang avec lui. Et voici ce qui rend cette affaire encore plus cruelle. La loi est claire lorsqu'il s'agit de responsabilité parentale. Le père biologique a des obligations légales inéluctables. Mais la mère, celle qui a orchestré toute cette fraude, celle qui a trahi la confiance de 2 hommes et exposé un enfant à un avenir incertain, elle aussi affronterait les conséquences. Les tribunaux ont déterminé que le père biologique devait assumer la responsabilité parentale immédiate. Il n'y avait pas le choix. Il avait fui la paternité pendant 3 ans. Mais l'ADN ne ment pas, et la justice française ne pardonne pas la négligence paternelle avérée. Il serait obligé de reconnaître l'enfant, d'assumer la garde et de fournir tout le soutien financier nécessaire. L'épouse a perdu le droit de garde. La fraude à la paternité n'est pas seulement un mensonge personnel, c'est un crime qui affecte le bien-être d'un enfant. Le juge a été catégorique dans la sentence. Elle avait manipulé des documents, trompé le mari et privé le garçon de connaître ses véritables origines. Le tribunal a considéré qu'elle représentait un risque moral pour l'enfant. Mais la décision la plus surprenante, le coup de théâtre que personne n'attendait, est venue de l'homme qui avait toutes les raisons de s'éloigner complètement. Le mari emprisonné, celui qui a subi la double trahison d'être incarcéré et de découvrir qu'il a élevé le fils d'un autre homme, a pris une décision qui a choqué tout le monde. Il aurait pu abandonner le garçon complètement. Légalement, il n'avait aucune obligation. L'ADN a prouvé qu'il n'y avait aucun lien biologique. La loi le libérait de toute responsabilité.
N'importe qui comprendrait s'il tournait simplement le dos et recommençait sa vie sans ce rappel douloureux de la trahison. Mais il a fait quelque chose de différent. Il a annoncé publiquement qu'il maintiendrait le soutien émotionnel et financier pour l'enfant. Non pas parce que la loi l'y obligeait, mais parce que sa conscience l'exigeait. Ces mots étaient simples, mais chargés d'une dignité morale que peu parviennent à atteindre. J'ai élevé ce garçon pendant 3 ans. La trahison venait des adultes, pas de lui. Il m'appelle papa. Et tant que j'en aurai la force, je ne le laisserai pas sentir qu'il a été abandonné à cause de moi. Cette décision a provoqué la 6e et dernière vague d'émoi public dans cette affaire. Car voici un homme qui a tout perdu. Sa liberté, confiné dans une cellule. Sa famille, détruite par des mensonges. Sa confiance, brisée par la trahison conjugale. Et pourtant, il a choisi la compassion. Alors que le père biologique assumait la garde par obligation légale, le mari trompé offrait son soutien par choix moral. La différence était flagrante. Un homme forcé d'être père parce que l'ADN l'y obligeait. Un autre choisissant d'agir comme un père bien que l'ADN prouve qu'il ne l'était pas. Et c'est là toute la complexité brutale de la vérité. Elle détruit les illusions, mais révèle aussi le caractère. L'épouse qui a orchestré cette fraude espérait que le secret resterait enterré à jamais. Le père biologique espérait échapper indéfiniment aux conséquences. Tous deux ont parié que la vérité n'éclaterait jamais au grand jour. Mais la vérité a éclaté. Et quand elle a surgi, elle n'a pas seulement exposé les mensonges, elle a forcé chaque personne impliquée à révéler qui elle était vraiment. L'épouse s'est révélée être une manipulatrice prête à sacrifier le bien-être d'un enfant pour protéger ses intérêts. Le père biologique s'est révélé être un lâche qui n'a pris ses responsabilités que lorsque la loi l'y a contraint. Et le mari incarcéré, celui que tout le monde prenait pour un simple criminel, s'est révélé être le seul adulte de cette tragédie, ayant assez d'intégrité morale pour placer le bien-être de l'enfant au-dessus de sa propre douleur. Et qu'est-il arrivé à chacun d'eux après que la vérité a éclaté? Le mari incarcéré continue de purger sa peine. Il ne peut pas changer le crime qu'il a commis, et la justice suivra son cours. Mais son image publique a été complètement réhabilitée. Il n'est plus vu simplement comme un criminel, mais comme une victime qui a gardé sa dignité même dans les pires circonstances. Il a perdu sa liberté physique, mais a récupéré quelque chose de bien plus précieux, son honneur. L'épouse est socialement exilée. La communauté qui la voyait autrefois comme une mère dévouée la voit désormais comme l'architecte d'une fraude cruelle. Elle a perdu la garde de son fils, sa crédibilité publique et toute la sympathie qu'elle aurait pu avoir en tant qu'épouse d'un prisonnier. Elle dépend maintenant financièrement du père biologique, l'homme avec qui elle a trompé son mari. L'ironie est brutale. Elle a détruit une famille pour être avec lui, et se retrouve maintenant piégée dans une relation bâtie sur des mensonges et un ressentiment mutuel. La carrière du père biologique a été détruite. Lorsque la nouvelle s'est répandue qu'il avait mis enceinte une femme mariée puis fui ses responsabilités pendant 3 ans, sa réputation professionnelle s'est évaporée. Il a perdu des contrats, des clients et le respect de la communauté. Il est désormais légalement obligé d'élever un enfant qu'il a désespérément tenté d'éviter, forcé d'assumer une paternité qu'il a rejetée jusqu'à ce qu'il soit publiquement exposé. Et l'enfant? Le garçon, qui n'a jamais demandé à être au centre de cette tempête, vit maintenant avec son père biologique, comme l'a ordonné le tribunal. Mais il continue de recevoir un soutien financier et émotionnel de l'homme qu'il a élevé durant les 3 premières années de sa vie. 2 figures paternelles, l'une par obligation légale, l'autre par choix moral. C'est la réalité crue que l'ADN a révélée. La vérité n'a pas résolu tous les problèmes. Elle n'a pas effacé la trahison ni annulé les années de mensonges. Mais elle a fait quelque chose de fondamental. Elle a redistribué les responsabilités selon la réalité, et non selon le fantasme que l'épouse avait construit. Et voici la leçon morale qui émerge de cette tragédie familiale. Dans un scandale bâti sur des mensonges, la vérité est devenue la seule monnaie valant la peine d'être possédée. L'homme derrière les barreaux a perdu sa liberté, mais a retrouvé son honneur. Et dans une société obsédée par le statut et les apparences, cela s'est avéré être la victoire ultime. Car en fin de compte, vous pouvez tout perdre, votre liberté, votre famille, votre tranquillité d'esprit. Mais si vous gardez votre intégrité, si vous faites les bons choix moraux même quand le monde entier vous donnerait une excuse pour ne pas les faire, vous préservez la seule chose que personne ne peut vous enlever. Votre dignité. L'épouse avait la liberté, mais a perdu sa dignité en choisissant le mensonge. Le père biologique avait une vie confortable, mais a perdu sa réputation en fuyant ses responsabilités.
Et le mari incarcéré, confiné dans une cellule, a retrouvé son honneur en faisant ce qu'il fallait pour un enfant qui n'était même pas biologiquement le sien. C'est la vérité que la science a révélée et que la moralité a confirmée. L'ADN a indiqué 99,9%. Le père était en prison. Et la réponse, cachée dans la trahison, révélée par la science, a montré que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est la seule fondation sur laquelle une famille peut tenir. Car lorsque vous construisez une vie sur des mensonges, les fondations finissent par s'effondrer. Et quand elles s'effondrent, il ne reste qu'une question. Qui êtes-vous vraiment lorsque la vérité éclate enfin? Avez-vous déjà fait face à un moment où la vérité a détruit tout ce en quoi vous croyiez? Qu'auriez-vous fait à sa place? Continueriez-vous à soutenir un enfant qui n'est pas biologiquement le vôtre? Ou considéreriez-vous que la trahison justifie une rupture totale? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a fait réfléchir sur la complexité de la vérité, de la famille et de la moralité, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres révélations de drames familiaux qui remettent en question tout ce que nous pensons savoir sur les relations, la responsabilité et la rédemption. Car dans le monde réel, la vérité est toujours plus compliquée, plus douloureuse et plus nécessaire que n'importe quel mensonge confortable.